Ben, nous avons le plaisir aujourd'hui pour ce premier goûter de la Réhab qui est proposé par le CREAPS des Pays de Loire, le CREAPS qui est porté à la fois par le CRESERC et le CREPSI. Nous avons vraiment le plaisir d'accueillir Luc Vigneault, qui est bien connu en Pays de la Loire puisque nous l'avons déjà entendu en 2014 et nous en gardons un excellent souvenir, qui est père aidant et conférencier. Voilà, en 2014, il faisait beau, c'était le mois de juin, il n'y avait pas le Covid, Non, non, non. les oiseaux chantaient, c'était idyllique. Là, on est dans un autre contexte, mais on est sûr que Luc va nous mettre un peu de chaleur et de soleil dans dans nos esprits. Alors, il est 15 heures aujourd'hui, en ce moment, dans les Pays de la Loire et en France, et il est 9 heures pour Luc. Oui, Donc, voilà. on le remercie beaucoup de s'être levé pour être au top lors de cette rencontre. J'espère que ça n'a pas écourté sa nuit. En tout cas, on lui est très reconnaissant donc de venir compléter, prolonger son propos de 2014. Et alors, son titre s'intitule Cap sur le rétablissement, et j'ai envie de mettre un sous-titre qui serait quoi de nouveau? Quoi de nouveau sur le rétablissement? Voilà. Peut-être avant que Luc ne s'exprime, je donne la parole peut-être à Marion qui va nous rappeler quelques informations importantes. Oui, Marion. bonjour à tous. Marion Espitalier, je suis médecin au CHU de Nantes et co-responsable avec Denis Leguet du CREAPS, donc du Centre support de réhabilitation de l'Épée de la Loire. Et on inaugure en cette fin d'année les goûters de Réhab, qui sont des conférences débats. Et on a la chance de commencer les goûters et de finir l'année en invitant Luc Vigneault. Voilà, on est ravis et très complètement terrorisés, mais en pleine forme. Merci Luc d'avoir accepté. Je vous redis juste les règles à ceux qui arrivent au fur et à mesure. Merci de fermer vos micros et, si possible, de fermer aussi vos vidéos le temps de l'intervention de Luc. Et n'hésitez pas à utiliser la discussion pour poser vos questions. On a nos collègues qui prennent toutes les questions en note et on les posera en fin de conférence pour pouvoir avoir des échanges à ce moment-là. Voilà. Pour pouvoir... Oui, mais je te dis pour poser les questions. Ah oui, c'est sur le chat pour poser les questions et on vous demande de fermer les micros. Donc, c'est en bas à gauche pour fermer les micros et les vidéos, c'est pareil. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Luc. Merci beaucoup, Marion. Nous, on va débuter. Hein. D'abord, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Hein. C'est un grand privilège. Puis, je vous remercie beaucoup. Je vais essayer d'être à la hauteur de vos attentes. Hein. Donc, je vais vous partager un peu là, ce que je vis avec mon trouble mental, ma maladie présentement, là, puis un peu du passé et comment je vis le rétablissement aujourd'hui. Hein. En dépit de... j'ai eu 60 ans cette année quand même. Hein. Alors, j'ai toujours un suivi. Hein. Pour moi, c'est important de ne pas abandonner ça si je veux continuer à avoir une qualité de vie. Là. Alors, donc, je vais vous parler de ça. Comme je suis chez moi, il est possible qu'à l'occasion, vous entendrez des chiens japper. Vous n'entendez pas des voix, c'est normal. J'ai 2 chiens, mais habituellement, ils sont assortis, ils sont tranquilles, là, mais si jamais ils jappent, bon, voilà, je tenais à vous le dire. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran et vous me direz si ça fonctionne. Donc voilà, brièvement, une brève note biographique. Les gens à droite que vous voyez, c'est mon équipe de recherche. Je suis patient partenaire de recherche maintenant
qui est associé à l'Université Laval, là, puis au Centre de recherche Cerveau, à l'Institut universitaire de santé mentale de Québec. Donc, la deuxième personne à droite, après moi, c'est Caroline Sélard. Caroline, c'est elle qui a co-dirigé avec Nicolas Franck le livre sur la paraidance. Donc, elle était allée faire un stage là-bas et puis son stage a été écourté par la COVID. Bon, mais bref, voilà. Donc, c'est ça. Comme Denis l'a dit, ben, je suis père aidant et conférencier, mais je suis patient partenaire d'enseignement à la faculté de médecine et de pharmacie à l'Université Laval. Nous, ils ont lancé des projets pilotes où c'est des patients qui enseignent, par exemple, aux médecins, aux futurs médecins, des notions, par exemple. Il y a un cours qui s'appelle Médecin, médecine et société. Donc, en fait, c'est le médecin a des obligations, blablabla, mais il y a aussi des lois qui cadrent tout ça. Il y a les droits des usagers, bref, comment se retrouver là-dedans. Et aussi, apprendre souvent à interagir avec les patients. Hein. Donc, c'est des patients qui enseignent ça. Alors, je trouve ça bien. Il y a une recherche là-dessus dont je pourrais vous faire part éventuellement des résultats. Et puis, je suis aussi associé avec des gens de Bordeaux. Je suis patient partenaire d'une recherche à Bordeaux sur la stigmatisation avec Antoinette Proto. Alors, j'aime bien ça. Et bon, j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique là, 5 ans à Québec. Donc voilà, je vous ai un peu mon expérience. Et j'ai écrit, bien sûr, co-écrit « Je suis une personne, pas de maladie » et le dernier qui est « Cap sur le rétablissement ». Voilà, c'est ce qui va se passer. Je tiens toujours à préciser que les opinions que vous allez entendre, c'est les miennes. Donc, voilà. Ensuite, il y en a qui demandent le rétablissement, c'est quoi? Ben, c'est une course à relais. Hein. Il n'y a pas vraiment de profession qui peut s'attribuer. Ah, c'est nous qui faisons ça, c'est nous qui faisons ça le mieux. En fait, tout le monde soutient le rétablissement. Et ça se passe d'un intervenant à l'autre, d'un père aidant à l'autre, etc., aux membres de la famille. Donc, c'est vraiment une course à relais importante. Je voulais commencer avant parce que je me questionne beaucoup. Moi, j'ai toujours l'impression que je suis différent des autres. Puis j'entends ça beaucoup de mes pères quand ils témoignent ou quand on discute entre nous. Là, donc, être différent puis pareil à la fois, hein, c'est un peu paradoxal aussi. Mais j'aime bien là, les campagnes qu'il y a en Europe, là, en France en particulier, sur 80% des handicaps sont invisibles. Ben, c'est vrai. Alors, c'est absolument vrai. J'ai aussi des problèmes physiques là, que je vis avec des douleurs chroniques au dos. C'est invisible, mais moi, j'ai constamment ces douleurs-là qui me rappellent que j'ai un corps. ça fait mal. Donc, mais ça, c'est important d'en tenir compte. Hein, qu'on est différent et pareil à la fois. Donc, on peut être aussi performant, on peut être aussi membre d'une société, mais différent un peu à la fois, puis de ne pas oublier ça. Luc, excuse-moi une seconde. Est-ce que tu veux bien aller dans paramètres d'affichage sur ton écran? Oui. Et cliquer dessus et mettre... Non, paramètres d'affichage en haut. Juste un instant. Il faut que je sorte de là. Voilà, oui. Voilà, tu mets paramètres d'affichage. C'est pas ça. Attendez que je trouve. Mets-toi en diaporama. Là encore? Vas-y, diaporama, ouais. C'est ça. Ouais. Clique dessus. Oui. Alors, attends. On attend que ça vienne. Et voilà. Et là, tout en haut au milieu, tu as paramètres d'affichage. Moi, j'ai rien. Mais tu mets masquer le mode présentateur. Tu vois là, masquer le mode présentateur. Attendez. Faut que je sorte de là, je vois rien. Non, bah, c'est pas grave, laisse tomber. On va faire comme ça, c'est bien aussi. C'était parce qu'on voyait un peu quelques trucs. Excuse-moi, je te laisse continuer. Ah! Je vois pas. Je suis désolé. C'est pas grave, t'inquiète pas.
On continue là-bas? Ouais, super, merci. Donc voilà. Voilà. Être malade, c'est sans Jésus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui croient ça encore. La semaine passée, j'ai eu un appel d'une mère. Sa fille de 18 ans était hospitalisée, gravement malade, trouble mental, et puis était désespérée, croyait que est-ce que ma fille va être comme ça toute sa vie, blablabla. Donc, c'est encore dans nos croyances qu'être malade, c'est sans issue, ou avoir un trouble mental, c'est sans issue, mais heureusement, on sait qu'aujourd'hui, il y a un issue, entre autres, grâce à la réadaptation, grâce au rétablissement. Donc, il n'y a pas une seule voie, hein, comme on voit les changeurs de route, là, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs façons de se rétablir. Il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Il y a certaines règles qui sont communes, mais bon, on va en parler tantôt. Et puis, pour avoir travaillé dans l'hôpital psychiatrique, j'ai beaucoup constaté l'effet Pygmalion, hein, qui est une auto-prophétie réalisée, là. C'est-à-dire qu'on avait, nous, des unités de soins qu'on appelait de longue durée. Et quand les gens venaient travailler, on leur disait, vous savez, ces gens-là, il n'y a rien à faire. Ces gens-là, ils ne sortiront jamais de l'hôpital. Ces gens-là ne pourront jamais intégrer la société. Alors, avant même de commencer à travailler, le personnel intégrait ces notions-là. Ce qui fait qu'effectivement, les gens ne sortaient jamais, puis les gens ne pouvaient jamais se rétablir. Puis un jour, le gouvernement a décidé de fermer ces unités-là, donc d'envoyer les gens dans la société. Mais le problème, c'est que le personnel, lui, il était convaincu que ça ne marche pas. Donc, on a essayé toutes sortes de choses et la méthode qui a été plus efficace pour désinstitutionnaliser ces personnes-là, si on veut dire, ça a été d'enlever le personnel existant, on l'a envoyé ailleurs dans l'hôpital, et on a fait rentrer du nouveau monde, complètement nouveau. En leur disant, ces personnes-là, là, ils ont tous des aptitudes pour intégrer la société. Ces gens-là sont tous capables. Eh bien, croyez-le ou non, tout le monde a été intégré sans aucun problème parce que les gens qui étaient là, ils croyaient. On leur avait dit que c'était possible. Donc, c'est un peu ça l'effet Pygmalion. Donc, il faut toujours faire attention quand on parle à un collègue en disant, ah, cette personne-là n'a pas grand-chose à faire, bien, elle va l'intégrer. Et puis, elle ne fera pas les efforts nécessaires pour permettre à la personne de se rétablir. Donc, c'est un peu le petit constat que j'ai fait. Puis encore une fois, hein, j'ai devant ma souffrance cette photo-là qui parle beaucoup, là, comme quoi que on est comme emmuré dans un mur, là, puis on ne sait pas trop. Donc, il y a trois options, hein, qui est combattre, ne rien faire ou fuir, finalement, hein, et puis moi, bon, brièvement, pour ceux qui ne m'ont pas attendu, là, bon, j'ai commencé à avoir des troubles mentaux, là, j'avais 16-17 ans. Hein. J'ai commencé à avoir des hallucinations visuelles et auditives à jeun, c'est important de dire. Et puis, évidemment, apeuré. Hein. Je trouvais ça curieux, bizarre. Et comme je faisais partie d'une société qui a beaucoup, beaucoup de préjugés, de la stigmatisation, bien, je n'osais pas aller chercher de l'aide. Hein. Je ne voulais pas être stigmatisé. Et moi, j'habitais Montréal à l'époque. Et à Montréal, on a deux grands hôpitaux psychiatriques, un à l'est puis un à l'ouest. Donc, moi, j'habitais dans l'est. Et puis, l'hôpital, il y avait une clôture tout autour. Et puis, quand tu rentrais là, ben, tu ne sortais plus. Tu sais. Fait que, moi, je ne voulais pas faire partie de ces fous. Voilà. Moi, j'étais quelqu'un de normal, j'étais quelqu'un d'intelligent, etc. Donc, je ne pouvais pas me faire à l'idée qu'un jour, je puisse faire partie de ces fous. Et quand je me suis retrouvé dans cet hôpital-là, ça a été un état de choc épouvantable. Maintenant, je fais partie des fous. Je ne suis pas tout seul à vivre ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui en parlent en secret. Mais au début, c'est un état de choc. Wow, maintenant, ben, ça me dérange plus, là, mais à l'époque, ça a été un état de choc. Évidemment, bon, j'ai hésité avant d'aller chercher de l'aide. Moi, c'est ma famille qui m'a conduit à l'hôpital parce que bon, j'avais aussi commencé à prendre la drogue pour essayer d'alléger mes souffrances. Puis bref, c'était
c'était assez difficile, merci. Passer des nuits blanches, me promenais dans la ville, je mangeais presque pas. J'avais des délires. Je me souviens juste vaguement que je suis déjà rentré dans un restaurant, puis prendre l'assiette de quelqu'un qui était là, puis commencer à manger. C'est pas fort, là, c'est pas. Bref, toutes sortes de choses comme ça. Et puis donc, ma famille m'a emmené à l'hôpital. Puis, j'avoue, j'ai eu aussi un second état de choc. Bon, je vous parle de ça il y a quand même plus de 25 ans, là, mais tu sais, on arrive, puis on déshabille, puis là, on te fouille, évidemment, là, c'est pas rien de dangereux, bon. Puis on te met en jaquette, la fameuse jaquette. Nous, c'est une jaquette avec une craque en arrière, donc, ouais, on te voit tout le temps les fesses, mais bref, c'est comme ça. Et puis là, ben, tu attends là, dans la salle d'attente, puis à un moment donné, l'interphone t'appelle, donc tu y vas. Puis là, ben, tu as le psychiatre qui est là, et comme c'est un hôpital universitaire, ben, tu as les étudiants, les résidents, les internes, l'infirmière. Moi, j'appelais ça le psychiatre et sa suite. Et oui. Et puis, et là, eux sont toujours bien habillés. Puis, alors que toi, tu es tout nu en jaquette. Alors déjà, le rapport de force est pas évident. C'est difficile d'interpeller quelqu'un qui est en état de vulnérabilité, tu sais, même sain d'esprit. D'ailleurs, quand je donne des cours aux futurs psychiatres à l'université, je leur dis, bon, cet après-midi, là, il y a un atelier pratique. Oui, oui. On en met un tout nu en jaquette, puis les autres en rond, alentour, puis on va essayer de dialoguer. Généralement, ils refusent. Oui, c'est une blague. Donc, juste pour vous dire que moi, quand j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai toujours exigé que les gens soient habillés avant de parler pour avoir ce rapport d'égalitaire, puis pour permettre à la personne d'être mieux dans sa peau. Bref, bon, on m'a hospitalisé, bien sûr. J'ai fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital à ce moment-là. La réadapte n'avait pas beaucoup. Puis on avait cette pensée pessimiste que moi, c'est la schizophrénie, il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Donc, comme je vous le disais tantôt, l'effet Pygmalion, puis avec cette pensée négative qui était en vogue, qui malheureusement, je l'entends encore. Donc, j'avais peu ou pas de traitement. J'avais des médicaments, bien sûr, mais c'est à peu près tout. Puis aussi, je vivais... j'ai toujours eu des troubles anxieux, moi. J'en ai encore, d'ailleurs. Mais à l'époque, on était convaincus que les personnes diagnostiquées schizophrènes étaient immunisées contre toute autre forme de maladie mentale. Oui, 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 croyez ça. Donc, tu ne peux pas être schizo puis avoir un trouble anxieux ou être dépressif ou toutes sortes d'autres de problèmes de santé mentale qui peuvent exister. Mais bon, aujourd'hui, avec la science, on sait que c'est pas vrai. C'est pas parce que tu as une maladie mentale X que tu es immunisé contre les autres. Hein. C'est pas vrai que tu as une maladie physique puis tu es immunisé forcément contre toute autre maladie physique. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Donc, heureusement, aujourd'hui, les soignants sont très, très attentifs à justement pas embarquer dans ce moule-là, parce que souvent, les symptômes, par exemple, de la schizophrénie sont tellement explosifs, sont tellement grandioses qu'on oublie de voir est-ce que cette personne-là est dépressive ou etc. Donc, ben voilà, moi j'étais comme ça. Et puis, un moment donné, bon, je suis rentré à l'hôpital encore une fois, puis en délire complètement. Puis, je ne voulais pas rester là-bas. Puis donc, les gens, je me suis levé du bureau de docteur pour m'en aller marcher, puis j'ai entendu vaguement, là, code blanc à l'urgence. Chez nous, un code blanc, c'est pour signifier une personne violente. Donc, il y a 5-6 gros gaillards qui sont venus vers moi. Puis moi, dans mon délire, je croyais que c'était des joueurs de football, des gros joueurs de football. Mais j'ai vite réalisé que le ballon, c'était moi. Oui, oui, oui. Donc,
ils se sont précipités sur moi sans rien dire, etc., etc. Donc, je vous avoue, j'ai trouvé ça très, 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 très traumatisant. Je me suis réveillé, ficelé dans une chambre là, avec un garde. Oui, on m'avait assigné un garde en plus. Mais cet événement-là m'a marqué longtemps, 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 longtemps. C'est venu instaurer une crainte face aux soignants. C'est venu instaurer un lien de confiance là, assez effrité, assez brisé, pour dire le mot. Heureusement, aujourd'hui, on fait attention à ça, mais hélas, il en reste encore là, des trucs comme ça. Nous, on a, juste une parenthèse, on a une approche là, qui s'appelle Omega, ça s'appelle comme ça, mais en fait, on interpelle la personne non pas sur le geste qu'elle est en train de poser, c'est-à-dire fuir, hein, finalement. On l'interpelle sur l'émotion qui l'habite. Et ça permet d'établir un dialogue et on évite l'équipe de football. Je vous résume ça, bref, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on évite de traumatiser la personne. Parce que pour moi, ça, c'est important. Puis à force de travailler à l'hôpital, j'ai vite réalisé que le personnel était aussi traumatisé que le patient. C'est pas plus plaisant pour eux de maîtriser quelqu'un qui est en crise, l'attacher de force. Souvent, ils mangent des coups de poing, ça fait mal d'une part, mais les cris, les pleurs, c'est très traumatisant pour le personnel. Bon, pour l'usager, on sait que c'est traumatisant en soi, mais faut arrêter de penser qu'eux font ça comme une balade dans le parc, là, tout au contraire. Là. Donc, c'est ça qui m'a amené aussi à réfléchir en disant est-ce qu'on peut instaurer une pratique de traumatisme zéro? Zéro pour les intervenants, puis zéro pour les usagers. Là. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on réussit, avec la science, entre autres, des découvertes extraordinaires. Puis, il faut partir du principe aussi que une salle d'isolement, au point de vue thérapeutique, selon les dernières recherches, c'est zéro. Zéro, zéro. Ça n'amène rien. donc, imaginez-vous, en médecine, que ce soit dans d'autres sphères de la médecine, prescrire quelque chose qui ne donne rien. Vous ne voyez pas ça. Alors, c'est pour ça qu'en psychiatrie, il faut commencer à réfléchir. Pourquoi on utilise ça quand ça ne donne rien, au point de vue thérapeutique? C'est important de le dire. Donc voilà, c'est toutes les réflexions qu'on a comme patient partenaire, hein, puis qu'on nous permet de dire. Fait que voilà, bref, j'ai connu beaucoup d'alésiens. J'ai été 3 ou 4 mois à l'hôpital. C'est long. Voyez-moi, c'est long, c'est long, c'est long. Puis quand tu rentres en psychiatrie, première fois, ben, les amis sont rares. Hein? Les amis que tu avais à l'externe, ben, ils disparaissent comme par magie. Alors, tu dois te refaire un nouveau set d'amis. Tu dois. Puis, il faut dire, les parents aussi hein, sont surpris. Hein, les parents aussi de voir un de leurs enfants fou. Hein, c'est comme ça que les gens raisonnent. Mais c'est tout un état de choc. Un état de choc. J'ai une collègue infirmière à l'hôpital. Elle disait pas que son enfant était en psychiatrie. Elle avait honte. Oui, elle avait honte. Elle avait 3 autres enfants qui n'avaient pas de maladie. Mais lui, aujourd'hui, la honte est disparue. C'est une femme qui est très, très impliquée dans les associations de proches, là, justement pour dire aux proches, n'ayez pas honte. C'est pas votre faute. C'est vraiment pas. C'est pas la faute de personne, mais c'est qu'on était mal élevés comme ça. Donc, ça peut vous parler de. Pour les gens qui se demandent, est-ce que j'ai connu la souffrance? Oui, énormément. J'ai beaucoup, beaucoup. Est-ce que j'ai encore la souffrance? Oui, oui. Mais j'ai appris à vivre un peu avec et trouver des stratégies justement pour. Je vais changer de diapo. Parce que là, je la trouve bien. Donc, c'est sûr que dans mon processus de rétablissement, ce qui est commun à tout le monde, hein, c'est d'être anéanti beaucoup par la tombée du diagnostic. Moi, quand j'étais à l'hôpital comme père aidant, la question qu'on me posait le plus,
comment vivre avec un diagnostic en santé mentale. Comment tous les jours savoir qu'on a ça. Comment est-ce que les autres vont nous percevoir. Comment se faire des amis, etc. Donc, c'est quelque chose qui est important de répondre. Et ça l'amène la révolte. Littéralement, la révolte. Vous savez, moi, j'ai eu le cancer aussi, puis j'ai eu la révolte. Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive à moi, ça? Pourquoi ça n'arrive pas à arriver aux voisins? Alors, je ne comprenais pas. J'étais révolté face à la vie, face à Dieu, face à un paquet de choses. Et puis, il y avait beaucoup d'intervenants qui disaient, il faut accepter ta maladie. Je ne comprends pas. Moi, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi, c'est Dieu. Donc, l'accepter pour moi, c'était quelque chose d'impensable. Apprendre à vivre avec, oui. Reconnaître, oui. Mais accepter pour moi, on voit beaucoup on voyait dans la littérature que pour se rétablir, il fallait d'abord accepter sa maladie. Moi, je ne sais pas, moi, les recherches que je fais, ça ne va pas dans ce sens-là. On n'est pas obligé d'accepter la maladie pour entreprendre un processus de rétablissement. Ça, l'accepter, ça vient avec le temps. Mais tu n'es pas obligé d'attendre ça pour avoir un processus de rétablissement. Je pense que c'est ça qui est important de retenir. Voilà. Donc, j'en ai parlé tantôt, souvent qu'on subit. Aujourd'hui, on essaie de moins en moins de traumatiser les gens, mais il reste que c'est un traumatisme. Puis ça, à la clinique aussi, où je travaillais, les jeunes, hein, c'était à 18-25 ans. Une clinique de première psychose qu'on appelle. Là, puis, avant de commencer les traitements de rétablissement, etc., il fallait d'abord s'occuper de leur traumatisme d'hospitalisation. Donc, les gens, avec l'aide d'un psychologue, pouvaient parler, ils peuvent exprimer, régler ce problème-là. Il ne faut pas faire semblant, ça n'existe pas. Ça existe. C'est traumatisant. Puis, c'est pas le personnel qui n'est pas fin. J'ai subi une chirurgie physique dernièrement, une grosse chirurgie. Laissez-moi vous dire que c'est traumatisant là, aussi. Comment ça fait mal, puis comment tu es impuissant, puis comment est-ce que tu dois t'abandonner à eux, puis les cicatrices, etc. Donc, c'est une forme de traumatisme. Du moment qu'on l'accepte comme ça, ben, ça nous aide à passer à d'autres étapes. Et donc, pour un peu finir ce chapitre-là, donc la coercition dans l'aide et l'accompagnement, on sait que ça ne marche pas. On sait que ça n'a pas de résultat. On sait que ça n'a pas d'effet thérapeutique chez les personnes. Donc, il faut changer. Moi, j'appelle ça l'héritage asilaire. Hein? On dirait que ça se transmet de génération en génération dans les gens qui y travaillent. Mais il faut prendre conscience que des traitements comme ça n'aide pas du tout les gens. Il faut aller vers la psychiatrie citoyenne. Ça veut dire qu'on travaille ensemble, hein, les citoyens à aider les gens, à les accompagner, à aller mieux. Moi, j'ai toujours la conviction qu'on ne se rétablit pas dans un hôpital. J'y crois encore. Il faut être dans la communauté. C'est sûr, j'ai besoin des murs, de questions légales, ou si je représente un danger pour moi, pour les autres. Mais pour moi, c'est la communauté qui est mieux. Donc, aussi, avant de continuer mon récit, j'ai réalisé, quand j'étais en psychose, que j'avais déjà perdu ma liberté. Parce que les ordonnances de traitement, vous avez ça chez vous aussi. Nous, mettons, quand tu as perdu ton travail, tu as perdu ton épouse, ton mari, tu as perdu tes enfants, tu as perdu ta maison, tu as tout perdu, là. Là, il y a quelqu'un qui dit « Ah, il faudrait peut-être aller chercher une ordonnance de traitement. » Mais là, il y a de plus en plus de personnes, d'usagers qui disent « Oui, mais pourquoi vous n'avez pas intervenu dès le début?
pourquoi dès ma première psychose, alors que j'étais totalement réfractaire, puis que je ne veux rien savoir, puis que j'étais en délit, puis la psychose avait pris possession de ma personne, donc je n'étais pas libre de décider. C'est pas vrai que j'étais libre de décider. Vous n'avez rien fait. Et ça, je trouve cette réflexion-là qui est bonne à avoir parce que ça évite beaucoup, beaucoup de problèmes après ça. Si, c'est pas à vie, ça, une ordonnance de traitement. Ça peut être quelques mois, là, quelques années, là, mais le temps que la personne se rétablisse. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, c'est important. Donc, avant d'aller plus loin, comment j'en suis arrivé là, à avoir un projet de vie? Ben, j'étais sorti de l'hôpital. J'habitais un petit logement, là, une pièce, avec une chambre de bain. Puis tout ce que j'avais les moyens de me payer. Bon. L'aide sociale au Québec, tu n'es pas riche avec ça, chez vous non plus. Donc, tu y vas au strict minimum. Hein? Et puis, évidemment, je vivais beaucoup d'exclusion. C'est difficile, hein, comme je l'ai parlé tantôt. La stigmatisation est forte, est très forte. Donc, je ne savais pas trop où aller. Mais j'avais des rendez-vous à la clinique. Donc, je suis allé à la clinique. Et puis, ça n'allait pas bien pour mon équipe traitante. On était constamment en confrontation. Alors, j'ai demandé de changer d'équipe. Puis, ils ont accepté. Ils ont dit, oh, je pense que c'est mieux. Tu sais, quand il n'y a pas d'atome crochu, ça donne rien de forcer la note. Puis, de toute façon, on est là pour aider les gens. On sait que ça affecte l'ego des intervenants de se faire demander de changer de thérapeute. Mais il faut vivre avec aussi. Puis aller pour le patient, c'est là pour ça, pour les personnes. Voilà. Alors, on m'a changé d'équipe. Puis là, j'ai trouvé une personne vraiment extraordinaire, merveilleuse. Puis là, on est rentré, j'ai discuté. J'ai resté là 1 heure. C'est la première fois que je restais si longtemps. Habituellement, quand j'avais fait 20 minutes, j'étais tanné, je voulais m'en aller. Mais eux, ils me parlaient de ce qui m'intéressait, moi. Ils ne parlaient pas juste de pilules, puis de maladies, etc. Ils parlaient de ce qui m'intéressait, moi. Ce qui fait donc que la conversation était beaucoup, beaucoup plus agréable. Et après ça, bon, j'y retournais chaque semaine. Et souvent, on parlait de tout et de rien. Mais ce qu'ils étaient en train de faire, c'est qu'ils étaient en train de créer le lien de confiance. Et c'est ça qui est important. C'est la majeure dans une relation, l'accompagnement vers le rétablissement, c'est le lien de confiance. Alors, tant que ce lien-là n'est pas créé, c'est difficile. Mais eux, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, ils ont créé ce lien de confiance-là. Et puis, excusez. Et puis, de fil en aiguille, ils sont venus à me demander, toi, Luc, as-tu des rêves, des ambitions? Y a-t-il quelque chose là, qui te font vibrer? Bon, je réfléchissais, là, je n'étais pas trop sûr, je n'étais pas certain. Il m'a dit, va chez toi, là, puis je me suis allé chez moi. Et là, j'ai allumé la télé. Et moi, pour me détendre, bon, vous allez trouver ça bizarre, mais moi, j'écoute les débats à l'Assemblée nationale. Oui, j'aime ça. Donc, voulez-vous, j'aime ça, la politique. Là. Et là, en écoutant ça, je me suis dit, tiens, j'aimerais ça, moi, être député. Il me semble que j'aimerais ça être député, etc. Oui, pourquoi pas. Mais là, je me suis mis à réfléchir. Tu sais, que la maladie que j'ai, pas grand monde va voter pour moi. Là, j'ai dit, tiens, si je devenais conseiller politique. Ah, ça, oui, ça j'aimerais ça, moi, être conseiller politique. Je reste avec cette idée-là, puis la semaine d'ensuite, je vais voir mon intervenant, puis elle me dit, puis Luc, c'est quoi tu veux faire dans la vie? Ah, moi, je vais être conseiller politique. Oui. C'est important de vous dire là, que je ne suis pas lavé, là, je sens pas bon, je suis vraiment magané. Je prends beaucoup trop de médicaments, visiblement. J'ai des effets secondaires épouvantables.
Et là, je lui dis ça, moi, je vais être conseiller politique. Et là, elle me regarde avec son beau grand sourire, puis elle dit, « Hey, ça va leur faire du bien! » Oui, oui, ça va leur faire du bien. Dans le sens où elle m'a cru. Et ça, pour moi, c'est le point tournant de ma vie, là. Il y a quelqu'un qui croyait en moi au moment où moi, je n'y croyais plus. Donc, ça a été vraiment un tournant extraordinaire. Et puis là, bon, elle a dit, si tu veux être conseiller politique, ben, il va falloir aller voir des politiciens, aller dans des assemblées publiques, etc. Fait qu'il y a une autre personne là, qui m'a accompagné dans des assemblées politiques. Oui, 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 oui. Et le temps de m'introduire, le temps que je puisse être à l'aise à y aller tout seul, etc. Puis à un moment donné, ben, je lui dis à mon intervenante, il me semble que les gens me fuient un peu, hein, il me semble que. Fait qu'elle me dit, oui, Luc, c'est parce que tu sens mauvais, hein, tu pues. Oui, oui, oui. Donc là, avant, je ne réalisais pas ça, moi, que je chantais mauvais. Pourquoi je me laverais si ma vie est finie? C'est ça, là, si je suis condamné à être un malade, etc. Donc, j'ai commencé à me laver parce que ça faisait sens pour moi. Pour moi, ça faisait du bon sens, donc j'ai commencé à me laver. Bon, bien sûr, après ça, il y a des gens, je me suis fait des amis là-bas, puis à un moment donné, bon, je voyais qu'il y avait une fille qui me regardait, je la regardais, on a fait connaissance. Puis un soir, ben, je l'ai invité à la maison, hein, faire à manger. Le problème, c'est que je ne sais pas faire à manger, mais bon. Je suis allé, nous, on a un groupe communautaire, là, je suis allé voir, j'ai dit à l'intervenante, tu sais, tes ateliers de cuisine là, que tu me fais chier depuis 4 ans, ben, ça m'intéresse, oui, oui. J'ai commencé comme ça pour justement pouvoir accueillir cette dame-là. Donc, en fait, vous voyez bien que le rétablissement, c'est pas compliqué. C'est d'aller vers les intérêts de la personne. Si vous faites des ateliers que la personne n'en a rien à foutre, c'est sûr qu'elle va arriver en retard, elle va travailler tout croche, comme on dit chez nous, elle ne sera pas assidue. Mais si vous faites des trucs qu'elle aime, qu'elle est passionnée, elle va être à l'heure, elle va travailler de façon extraordinaire, etc. Donc, j'ai accueilli la personne chez moi, j'ai fait à manger, bon, tout s'est bien déroulé. Puis à un moment donné, dans la soirée, ben, on a passé au lit. Oui! Et puis, il est arrivé ce qui devait arriver. Il n'y a pas d'érection. Imaginez, j'étais jeune, beau jeune homme, etc. Heureusement que cette personne-là était très compréhensive. Mais la semaine ensuite, j'avais rendez-vous avec mon docteur. Puis je dis, docteur, fin de semaine, relations sexuelles, puis pas d'érection. Oh! Je comprends bien, là, tu aimerais ça avoir des élections. Oui, 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 c'est sûr. C'est ce que je dis. Et puis, ben ça, Luc, c'est un beau projet de vie. Oui, oui. C'est un beau projet de vie, ça. Il dit, on va en parler à l'équipe, tu sais. Parce que c'est pas nécessaire, là. Ça peut rester entre nous, mais bon. On a parlé à l'équipe, finalement, il m'a convaincu. Et comme je disais à la blague, tout le monde s'est mis sur le dossier, là, en fait. C'est que là, les gens, mon équipe de soins avait une poignée là, pour m'offrir l'éducation thérapeutique, la psychoéducation, là, etc., là, sur les médicaments, sur le mode d'alimentation, sur l'éducation physique, etc. Parce qu'avant, je me foutais pas mal de tout ça, je les écoutais pas en tout, mais là, j'avais un intérêt. Si bien que, bon, j'ai revu toute mon alimentation, j'ai revu mon conditionnement physique, là. La médication. Je me suis mis à m'intéresser à la médication. Hein, ça sert à quoi? C'est quelle famille? C'est quoi la demi-vie? C'est quoi les contre-indications, etc., etc. Si bien que, un coup qu'on a fait tout ce ménage-là, ben, mes érections sont revenues. La madame était bien contente aussi. Ça sera la prochaine conférence, je vous expliquerai plus. Là. Mais bref, ça pour vous dire que tranquillement, j'étais en train de m'approprier le pouvoir sur ma vie. Voilà.
je n'en parle pas souvent assez. Il faut que je commence à prendre des risques. Parce que si on ne prend pas de risques, il ne se passe rien. Puis, de s'approprier le pouvoir sur sa vie, c'est d'avoir des gains. Qu'est-ce qui fait que les gens sont fidèles à leur traitement? C'est parce que ça leur apporte des gains. Si ça ne me rapporte rien, pourquoi je fais ça? Alors là, voyez-vous, le gain que j'avais, c'est des érections, qui n'est pas rien. Après ça, bon, j'ai commencé à avoir la confiance en moi, qui est un autre gain extraordinaire. Commencer à penser que peut-être je suis une personne et non une maladie. Ça, c'est la chose que je souhaite à tout le monde, hein, qui est la plus merveilleuse. Donc, je me suis mis à m'impliquer. Et puis là, c'est là qu'on m'a expliqué qu'il fallait, mon projet de vie qui était d'être conseiller politique. Ben, il fallait que tous les autres intervenants embarquent avec moi. Comme on voit l'automobile, là, c'est moi qui conduis dans l'automobile. Puis mon projet de vie, je sais où est-ce qu'on s'en va. Et tous les autres, le docteur, l'infirmière, la famille, les parents, tout le monde embarque dans la voiture et on s'en va vers cette destination. Si on n'a pas cette destination-là, on reste sur place. Hein, quand on embarque dans la voiture, on dit où est-ce qu'on va. Si on ne le sait pas, ben, on reste sur place. Et pire encore, si c'est un intervenant qui conduit, c'est la catastrophe. C'est sûr que le passager qui est moi, je me préoccupe pas de ce qu'on voit, je vais regarder partout, je regarde le paysage. Donc, pour être bien concentré, il faut que je sois au volant. Il faut que je sois le coordonnateur de mes soins, finalement. Donc, c'est ce qui a commencé tranquillement à ce que j'embarque dans le processus du rétablissement. Donc, voyez-vous, je vais juste checker l'heure. C'est pas donc, avoir un projet de vie, pour moi, c'est important. Créer des alliances, des gens qui croient en toi. Puis, je dis souvent aux intervenants, si vous ne croyez pas en votre patient, là, ben, arrêtez de suivre, de transférer-les à un autre parce que vous ne rendez pas service, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et la réduction des méfaits, c'est au niveau de la drogue. Hein, il y a plusieurs façons de lutter contre la drogue. Il y a l'interdiction totale. Bon, il y en a chez qui ça ne fonctionne pas. Ou il y a la réduction des méfaits. On dit aux jeunes, bon, ça fait 3 fois que tu viens à l'urgence parce que tu as consommé de la drogue. On peut regarder comment consommer sans venir à l'urgence. C'est ça. Bon, ça peut paraître drôle, mais ça fonctionne. Et aussi, ce qui est très important, là, connaître ses signes avant-coureurs. Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir et d'écrire c'est quoi, moi, mes signes avant-coureurs que ma santé mentale se détériore. Hein, il y a toutes sortes de raisons. Chacun à sa façon. Mais le fait de les connaître, ça va nous éviter, et croyez-moi, à aller dans des états de crise, etc. Donc, oui, donc vous savez que pour favoriser le rétablissement, ben, si tu es en mouvement, tu obtiens un rétablissement enrichissant, puis si tu restes assis sur ton cul, ben, tu as un rétablissement de cul. C'est pas compliqué, hein, c'est ça qui est. Donc, il faut être en mouvement, il faut bouger. Je me désole encore quand je visite les départements psychiatriques, puis je vois les gens qui sont tout affalés, là. Il ne faut rien. Ben, c'est ceux qui ont un rétablissement de cul, c'est sûr. Il faut. C'est pas obligé d'être quelque chose d'extraordinaire, mais il faut être en mouvement, ne serait-ce que lire, ne serait-ce qu'écouter un truc sur le rétablissement, dessiner, faire un atelier, peu importe. Il faut bouger. Donc, pour moi, avec la littérature et avec les recherches que j'ai vues, il y a 4 paliers de rétablissement. C'est l'espoir, l'appropriation du pouvoir d'agir, la famille et le travail. Pour moi, c'est ces 4 piliers-là qui font que les gens se rétablissent bien. Le travail, quand je dis travail, ça peut être une implication bénévole. Là, ça peut être, mais le travail, ça vient
régulariser ta vie. Hein? Il faut que tu te lèves le matin. Il faut que tu ailles te laver. Ou tu peux te laver la veille. Bref, il faut que tu fasses ton déjeuner là, pour le midi, etc. Donc, ça vient régulariser ta vie. Parce que quand tu n'as pas de travail comme ça, ben, tu te mets à faire... tu te lèves à n'importe quelle heure du jour. La nuit, tu es toujours debout. Tu n'as pas de... Tu sais, comme là, il fallait que je sois devant vous. Là. Moi, c'est 9 heures. Donc, il a fallu que je me prépare. Il a fallu que je me lève plus tôt, etc. Donc, c'est des choses comme ça. La famille, ça peut être la famille de sang ou des familles différentes, familles d'amis. Hein, ça peut être un groupe, l'église, peu importe. Mais c'est des gens qui croient en toi. C'est des gens qui croient inconditionnel, puis qui vont être là, puis qui vont t'appuyer. C'est très important. Très important. Puis l'appropriation du pouvoir d'agir, c'est pas vraiment d'être autonome. Les gens pensent, il faut le rendre autonome, c'est pas ça du tout. C'est d'être capable soit de faire les choses soi-même ou de savoir à qui demander pour le faire. Tu sais, je prends l'exemple des impôts. On a tous des fois des formulaires d'impôts à remplir. Pour moi, c'est d'une complexité incompréhensible. Donc, je sais qui aller voir. Hein, puis je sais à qui demander pour faire mes impôts. Parce que c'est ça l'appropriation de pouvoir d'agir. C'est pas moi qui le fais, mais je sais où aller voir. Et l'espoir, ben, c'est le moteur hein, qui fait bouger les gens. Présentement, on est en période de COVID, c'est le confinement partout sur la planète. Qu'est-ce qui fait qu'on garde le sourire, hein, même si c'est difficile? C'est qu'on nous a annoncé que le vaccin s'en venait. L'espoir est là. Donc, ce qui fait que les gens, s'il n'y a pas d'espoir, ben, si on dit ah, Luc, tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras pas avoir de vie familiale, ben, ce sont des mots qui tuent. Moi, j'appelle ça des mots qui tuent. Donc, il faut éviter d'avoir ces mots qui tuent devant les personnes. Donc, l'espoir, hein, je le répète souvent, mais c'est quelqu'un qui croit en moi. Mettre un peu de spiritualité dans ta vie. Tu n'es pas obligé d'avoir des grandes prières, là, mais essayer de concevoir qu'il y a peut-être une puissance supérieure qui peut venir t'aider. Pour moi, c'est important. Puis les intervenants, il y a pas qui disent mon client ou mon patient, il n'y a pas de désir. Ben c'est votre job de réveiller le désir. Comment on fait ça, réveiller le désir? Ben c'est en proposant. Parce que tu ne peux pas désirer quelque chose, par exemple, que tu ne connais pas. Hein? Je m'explique. Par exemple, les gens qui étaient à l'hôpital chez nous depuis 40 ans, imaginez, le gouvernement dit on les met dehors, ok, parfait. On les a réunis, on nous a expliqué ça. Puis là, il y a un gestionnaire qui nous a demandé dans quel arrondissement vous voulez aller vivre. Là, ça ne parlait pas, ça ne répondait pas. Moi, j'ai dit au gestionnaire, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ça, l'arrondissement. Dans leur temps, ça n'existait pas, des arrondissements. Ici, chez nous, ça n'existait pas. C'était des quartiers. Donc, par contre, ce qu'ils connaissent bien, c'est de vivre ensemble. Ah, donc, ils ont accepté de sortir à condition qu'ils restent ensemble. Alors, je suis juste pour vous dire que tu ne peux pas désirer quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas savoir où tu vas vivre si tu ne sais pas ce que ça a l'air. Voilà. Et soutenir tout ça. La reprise du pouvoir d'agir, ben, vous le savez, c'est s'informer, faire des choix, s'occuper de soi, gérer ses symptômes, prendre ses responsabilités, mais des responsabilités normales de la vie. Souvent, quand je travaillais à l'hôpital, puis en réunion d'équipe, ils disaient bon, ben là, il n'a pas écouté, là, quelles conséquences on va y donner à notre client. Mais là, quand tu es dans la conséquence, là, tu es en train de punir. C'est pas prendre ses responsabilités normales, tu comprends? Quand on disait aux gens, OK, on te donne un congé le samedi, on te permet de sortir, mais tu dois rentrer à 20 h. Si tu ne rentres pas à 20 h, tu es privé de la prochaine sortie. Donc ça peut être une conséquence.
On n'a pas à se creuser la tête. Puis ici, s'il arrive à 20h30, tu sais c'est quoi? Oui, 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 oui. Bon. À moins qu'il t'arrive quelque chose d'épouvantable. Donc voilà. Et aussi prendre des risques. Je reviens là-dessus. On ne peut pas. Souvent, une personne qui est suicidaire à l'hôpital, on l'enferme, on la laisse là. Ça fait juste augmenter ses idées suicidaires. Il faut prendre le risque de sortir. Accompagné, bien sûr, des risques calculés, mais il faut prendre des risques. C'est ça pour moi qui est important. Et le pouvoir partagé, c'est comme un rhéostat, là. C'est-à-dire, les gens qui sont totalement en crise, il faut que tu prennes le pouvoir. Comme quand, si j'arrive à l'hôpital, j'ai la jambe cassée, ben, l'équipe soignante apprend le pouvoir pour s'occuper de la personne. Et au fur et à mesure que je vais mieux, ben, on lui redonne son pouvoir. Alors, c'est pas une affaire on-off, ouvert, fermé. C'est vraiment une question de doser la chose. Je vais avancer parce que je regarde mon temps. Là, puis... C'est bon, tu restes dans les clous, ça va. Ça va, merci. Donc, les membres de l'entourage, ici au Québec, là, il y a une grande vague là, pour inclure les membres d'entourage. Il y a une grande vague. Là, on a longtemps tenu à l'écart les membres de la famille, les conjoints, conjointes, les papas, les mamans. On les a longtemps tenus à l'écart. Là, il y a comme un engouement à dire, ben, tu sais, comme moi, ben, je vis avec ma femme, donc elle doit faire partie prenante des traitements, elle doit savoir qu'est-ce qui se passe. Et je trouve ça bien, les gens, tout le monde trouve ça bien, parce qu'ils sont porteurs d'espoir, la famille sont porteurs d'espoir. Il faut détruire les murs qui nous séparent. J'ai marqué, là, qu'est-ce que j'ai fait, ma mère, qui est décédée aujourd'hui, jusqu'à son lit de mort, d'ailleurs, elle me l'a dit, son lit de mort. Qu'est-ce que j'ai fait, Luc, pour que tu sois malade comme ça? Ben, absolument rien. Tu n'as absolument rien fait. C'est une maladie. Est-ce que tu es responsable de mon cancer? Non. Non, pas du tout. Est-ce que tu es responsable de me faire enlever les amygdales? Est-ce que tu es responsable? Non. Est-ce que tu es responsable de ma maladie mentale? Non, non plus. Donc, voyez-vous, les tabous, la stigmatisation, comment il faut s'occuper de ça, ça fait partie du rétablissement, c'est très important. Ça, j'en ai parlé, là, je vais sauter, hein, les intervenants qui sont en état de choc aussi après une intervention de violence, etc. Donc, je vais le passer. La gestion des risques aussi, on voit ici le binou. Je l'adore, lui. Je ne m'énerve pas, je t'explique. Quand vous êtes intervenant, là, demandez aux gens comment ils veulent être appelés. Monsieur, madame, Luc, Thérèse, peu importe. Moi, on me fait appeler Monsieur View, je n'aime pas ça. Quels sont les signes avant-coureurs? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si jamais les gens sont clients et ne veulent pas être touchés, 0. Il y en a quoi qu'on appelle humain, bon bref. Et qu'est-ce qui vous fait du bien? Donc, au lieu des fameuses salles d'isolement qui donnent zéro aide thérapeutique, ben, on peut les faire lire, faire de la musique, aller courir. Bref, toutes des choses qu'on doit prévenir avant que ça arrive. Oui, le père aidant, vous allez avoir une présentation, la prochaine, je crois que c'est sur les pères aidants, donc j'en parlerai pas beaucoup. Mais juste vous dire qu'on n'est pas des héros et on n'est pas des sauveurs. Hein. Ne pensez pas qu'arriver notre père aidant va faire que soudainement, il n'y aura plus de problème, puis soudainement, tout le monde va se rétablir. Non. L'expert, c'est l'équipe. C'est toujours l'équipe. Le père aidant est un membre de l'équipe et on a chacun nos rôles, chacun nos visions. Et c'est la force de l'équipe qui fait que les gens se rétablissent. Donc, c'est juste ça que je voulais que vous reteniez. Le processus du rétablissement, on l'a longuement étudié. On sait un peu, là, ça vient de l'université Yale, ici en Amérique. Donc, on sait que les gens ont un trouble mental au début, c'est soit qu'ils sont en état de choc,
ou dans le déni. Hein. Pourquoi moi? Hein, j'en ai parlé tantôt. Ou non, non, moi, je ne suis pas malade. Ou moi, tout va bien. Après ça, ben, on voit que la vie est limitée. Les gens ont renoncé, sont désespérés. En troisième étape, mais là, l'espoir là, commence à apparaître, remise en question. L'étape 4, la personne elle a vraiment la volonté d'agir, le courage de le faire. Et enfin, elle passe à l'action. Et ça, c'est pas linéaire. Ça varie de journée à l'autre aussi. Mais à chaque étape, ce qui est fondamental, c'est l'accompagnement. Bon, il faut accompagner les jeunes. Moi, des fois, j'entends du monde me dire qu'il voit un psychiatre une fois, 3 mois. C'est inacceptable. Excusez. Il faut... ça prend une équipe. Il faut être accompagné, etc. Oui, ça, j'en ai parlé. Bon, la médication, rapidement, se poser la question, hein. Est-ce que c'est le but dans ma vie? Est-ce que mon but, c'est de prendre des médicaments? Non. Est-ce que c'est un moyen pour atteindre mon but? Oui. Voyez-vous la différence? Donc, il faut mettre la médication au même pied que les autres moyens. Moi, je prends des médicaments tous les jours. Là, je ne suis pas anti-pelule. Ça, c'est bien important. Hein. Moi, j'ai ça dans un pilulier là, en avant de moi le soir. Je n'ai pas le soir, j'en ai le soir puis le matin. Puis il y a ma femme qui me dit Luc, n'oublie pas de prendre tes pelules, surtout la bleue. donc, mais en fait, c'est pas mon but dans la vie. Il faut vraiment changer cette façon de voir-là, puis remettre la médication à sa place. Et pour aider ça, au niveau du rétablissement, dans mon équipe de recherche, là, on a eu des subventions pour faire des recherches sur la décision partagée. On a fait des petits kits, là, des outils, pardon, pour les antidépresseurs. Puis là, on est en train de travailler sur les antipsychotiques. Comment ça fonctionne? Ça ressemble à ce que vous voyez présentement à l'écran. Donc, le clinicien, la clinicienne et le patient ont le même carton devant eux. Et chaque molécule est inscrite. Et vous en avez un, par exemple, pour les troubles du sommeil, les difficultés sexuelles, le gain de poids, les gens qui oublient régulièrement de prendre leurs médicaments, c'est que certains antidépresseurs, quand tu ne les prends pas de façon très, très, très régulière, tu as comme une sensation d'avoir des chocs électriques dans la tête. Bon, oui, tu l'as vécu, ça, ce que c'est. Donc, ils nous disent, etc. Certains médicaments offrent des troubles sexuels assez sérieux. C'est important parce que pas parce que c'est marqué troubles sexuels plus qu'on ne l'apprendra pas. C'est juste aussi de dire, conjoint, on est tout au courant que ce médicament-là crée des troubles sexuels. Donc, c'est pas une panne de désir, c'est pas parce que j'aime plus l'autre. Bon, c'est vraiment le temps que je prenne cette médication-là, etc. Ou ceux qui sont fragiles au gain de poids, bon, on le sait lesquels ils font, on les sait maintenant. Donc, ça permet en même temps d'avoir un dialogue. Ça permet quand le patient et le clinicien font la prescription ensemble. Donc, ça permet ce qu'on appelle de fidéliser. Les gens sont beaucoup plus fidèles à leur traitement, puis sont beaucoup plus responsables de leur santé. Hein, parce qu'ils apprennent des choses, parce que plus tu as de savoir, plus tu as de pouvoir. Donc voilà, et c'est important de vous dire qu'il n'y a aucune compagnie pharmaceutique qui est impliquée là-dedans. On a zéro financement des compagnies pharmaceutiques, ça vient tout de l'État, l'Institut de recherche de santé Canada, puis on a un Québec. Et je pourrais vous les faire parvenir par courriel, là, ces modèles-là. Parce que c'est des noms génériques. Hein. Il y a des noms qui sont des noms commerciaux spécifiques à l'Amérique du Nord, mais les noms génériques, en gros, c'est universel. Voilà. Je tiens beaucoup à parler de l'activité physique dans les démarches de rétablissement.
c'est quelque chose pour moi qui est oublié un peu, je pense. Parce que les gens qui ont des troubles sévères de santé mentale ont tendance à être sédentaires. Et ça amène des problèmes au niveau du métabolisme, hein, diabète, hypertension, cholestérol, etc. Et ça peut être mortel. On sait aussi que certains médicaments qu'on prescrit, entre autres chez les antipsychotiques, ça crée des problèmes métabolisques. Donc, ça crée le diabète, ça crée la haute tension, etc. Donc, quand on le sait aussi, il faut doublement s'activer, voyez-vous. Puis, vous n'êtes pas obligé là, de faire des sports extrêmes, mais marcher. Marcher ne serait-ce que 30 minutes par jour. Là, déjà, ça va vous amener beaucoup de bienfaits. En tout cas, c'est important pour vous. Un autre truc aussi, une personne sur deux, des gens qui vivent des troubles psychotiques, là, une personne sur deux aurait l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est qu'on arrête de respirer pendant la nuit. En Nouvelle-Zélande, le dépistage est devenu systématique. La clinique des premiers psychoses où je travaille, c'est un dépistage systématique. Parce qu'une sur deux, c'est énorme. Donc, puis l'apnée du sommeil fait que tu es toujours fatigué. Tu n'as pas de force. Hein, tu as de la misère à penser, etc. Moi, j'ai passé le test, puis j'arrêtais de respirer 100 fois à l'heure. Puis depuis que j'ai une machine qui m'aide, c'est pas que ma vie a changé. Ma vie a changé. C'est extraordinaire. Là, je vous le dis, c'est fantastique. Donc, je le mets dans ma présentation parce que ça fait partie de l'établissement. Hein. S'occuper de la santé physique, et pas juste mentale. C'est important de penser à ça. Bon, je ne t'en pas avec ça, mais prenez soin de votre système cardio-métabolique. C'est important. Donc, les drogues, hein, cette sournoise bouée de sauvetage, il faut que ce soit une approche intégrée. Hein. Avant, on disait, ben, on va soigner ta toxicomanie, puis l'autre bord, on va s'occuper de ta santé mentale. Il faut vraiment que ça soit imbriqué l'un dans l'autre, puis idéalement, que ce soit fait par les mêmes personnes. Donc, il faut acquérir des connaissances. Mais c'est important. Donc, j'achève, rassurez-vous. Donc, des outils, hein, avoir un journal de bord, avoir une échelle d'auto-évaluation. Moi, j'essaie d'auto-évaluer ma propre santé mentale. Donc, à 1, je vais bien. À 5, c'est la catastrophe. Mais à 1, je dresse la liste la plus exhaustive possible. Pourquoi je suis bien. À 2, par exemple, je regarde, je commence à aller moins bien, mais qu'est-ce qui fait que ça va moins bien? J'ai-tu arrêté de faire quelque chose? Et en plus, quelles sont les solutions? Donc, l'idée, c'est d'essayer d'intervenir le plus vite possible. Les garde-fous, ben, c'est des gens qui sont près de moi, hein, 2, 3 personnes qui sont capables de reconnaître mes signes avant-coureurs que ça va moins bien, et qui peuvent me le dire. Parce que souvent, quand tu n'es pas bien, tu envoies promener les gens, tu n'en es pas trop. Donc, les garde-fous te le disent. Moi, ma femme, c'est ma femme, c'est pas mon intervenante. Donc, elle peut me dire, ben, Luc, tu ne sens pas bien, tu pensais aller consulter. C'est juste ça. Mais comme je vous dis, comme je ne veux pas perdre, hein, je ne veux pas la perdre, ben oui, je vais aller voir s'il se passe quelque chose. Parce que pour moi, c'est important. Rapidement, la stigmatisation. En terminant, là, l'Organisation mondiale de la santé et l'Association mondiale de psychiatrie nous disent que c'est le problème majeur. Même si demain matin, on trouverait une pilule pour éradiquer là, la santé mentale, tout le monde n'aurait plus de maladie. Là. La stigmatisation, elle restera. Donc, il y a encore, j'entends encore eux et nous. Tu sais, des intervenants, quand ils parlent d'eux. Nous, on n'est pas eux. Mais ça, c'est une grave erreur que les gens font. Parce que les préjugés entourant la maladie mentale incitent 2 tiers des personnes atteintes à ne pas aller chercher de l'aide. 2 tiers des personnes. C'est énorme, 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 énorme. Donc, il faut lutter contre cette stigmatisation-là. On commence tranquillement à le faire.
Je pense que ça va mieux. Mais il faut penser que 2 personnes sur 3 ne vont pas chercher de l'aide. Il y a plein d'études là-dessus. Là, je vais passer rapidement, mais il y en a une que je trouve drôle, la deuxième, c'est que des psychiatres interrogés ont déclaré qu'ils se traiteraient eux-mêmes plutôt que de déclarer une maladie mentale dans leur dossier médical. Ça fait drôle. Hein? Alors, on voit comment la stigmatisation est drôle. Bon, aussi, ce tableau-là, ça dit plus le diagnostic considéré grave, et plus la stigmatisation est grande. Bon, ça vous le savez. Ici au Canada, l'espérance de vie des gens qui ont des troubles mentaux est de 10 à 20 ans de moins. Oui, au Canada, là, on n'est pas un pays pauvre. 10 à 20 ans de moins. Pour plusieurs facteurs. Entre autres, c'est qu'on ne s'occupe pas de leur santé physique. Ça, c'est un des gros facteurs. On ne s'occupe pas de leur système métabolique. Donc, voilà. Celle-là, je la trouve drôle parce que c'est une compagnie pharmaceutique qui qui vendait sa pilule. Là. Puis quelqu'un qui est pas bien, là, on voit, il y a une poule. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un en ville se fabriquer une poule en tout? Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, juste en soi, c'est stigmatisant. Donc voilà. Bon. Rapidement, ici en Amérique, il y a Brian Wilson qui est le leader des Beach Boys, hein, les Beach Boys, qui est la musique des années 60, me direz-vous. Mais Brian Wilson, c'est une personne qui est atteinte de schizophrénie paranoïde. Oui. Il a été traité pour ça. Il est encore traité pour ça, malgré son âge. Hein, il a 75 ans. Ils ont lancé cette campagne-là pour nous aider, tout le monde, à éviter de retomber. Il y a 5 signes avant-coureurs majeurs. Hein. Le changement de personnalité, l'apparition d'agitation, le retrait social, négligence de l'hygiène personnelle et la perte d'espoir. Donc, si vous ou quelqu'un de vos proches ou un collègue de travail voit ça, c'est un signe que sa santé mentale commence à se détériorer, puis il faut intervenir rapidement. Voilà. J'ai fait une page Facebook, là, je vous invite à, ça s'appelle Human Like Us ou Humains comme nous. C'est tout simplement des personnes qui mettent leurs photos puis qui parlent de leur passion. Puis ils finissent par dire, ben moi, je vis la schizophrénie. Ah, moi, je suis bipolaire. Ah, moi, je suis dépressif, etc. C'est pour démystifier, surtout pour les gens qui sont en début de maladie. Les gars, ces gens-là, ils vivent bien, ils ont une passion, ils s'affichent, ils ne sont pas gênés. Donc, je vous invite à aller like, tu payes sur like, le propager. Et si vous, ça vous tente de mettre votre belle face, là, ben, écrivez-moi. On va faire plaisir qu'on arrange ça ensemble. En terminant, la primauté de la personne dans les soins. Ça, c'est un pont funèbre. Je sortais du cimetière Père-Lachaise à Paris. Puis il y a plein d'entrepreneurs de ponts funèbres. Puis j'ai été attiré par leur slogan. Hein? Respectez vos volontés, c'est notre métier. Moi, je me suis dit, eux, ils font ça avec des morts. Oui. Alors, je me suis dit, peut-être nous autres, on pourra faire ça avec des vivants. Respecter la volonté des gens qu'on aide, qu'on accompagne. Je pense que s'il y en a qui font ça avec des morts, nous, on devrait être pas pire faire ça avec des vivants. Hein? Donc, en terminant, si vous voulez approfondir le sujet, ben, j'ai coécrit « Je suis une personne, pas une maladie ». Dernièrement, j'ai cap sur le rétablissement ou en sous-titre « Exiger l'excellence dans les soins en santé mentale » avec un paquet de monde, comme vous voyez là. Et pour ne pas conclure, hein, quand vous apprêtez à partir en expédition, ne consultez pas une personne qui n'a jamais quitté la maison. C'est beau, hein? Donc, les parents aidants sont importants. Ça nous redonne confiance. Et encore une fois, c'est l'équipe. Mais le père aidant, sa job, c'est d'être porteur de l'espoir, je pense que c'est ça, puis de nous accompagner. Alors voilà, et n'oubliez pas que vous êtes formidables, tout le monde. Vous êtes unique, précieux, pour beaucoup plus de personnes que vous croyez. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Merci surtout, Luc, de
de ce superbe exposé, très riche et puis très, très inspirant pour nous. Merci. Donc là, on a il y a quelques questions qui sont arrivées au fur et à mesure de ton topo. Et donc, je m'occupe de commencer. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions qui étaient sur la question de est-ce que dans ton histoire, tu identifies, toi, un événement négatif, délétère qui a contribué à l'éclosion de ta fragilité à toi? Et pour étendre cette question-là, finalement, on se demandait si est-ce que pour toi, c'est quelque chose de nécessaire, en fait, d'identifier quelque chose de déclencheur, quelque chose qui aurait pu faire effraction pour pouvoir avancer et construire un établissement, ou pas tant que ça? Ah, ben, c'est-à-dire que moi, j'essaie de, après chaque crise, j'essaie de faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il un élément là, qui est venu chercher ça? Et souvent, j'arrive à l'identifier. Et à force d'en écrire, ben, on voit qu'il y en a qui sont en commun. Donc, et là, ça m'aide à mieux gérer justement là, ces crises-là, puis à mettre en place des processus. Là, moi, c'est quand on ne me croit pas. J'ai tellement beaucoup vécu ça, là, pas de crédibilité. Tu sais, quand un malade parle, il n'y a pas de crédibilité. Aujourd'hui, ça m'affecte profondément encore aujourd'hui, ce manque. Donc, je me prépare, hein, je me prépare à cette chose-là. Je sais que la drogue, la marijuana chez moi, c'est une catastrophe. Donc, j'en prends pas du tout. Donc, c'est pas nécessairement nécessaire, comme je vous dis, parce que le processus de l'établissement, il peut s'enclencher malgré tout ça, mais à un moment donné, c'est important de prendre le temps de le trouver, ces éléments déclencheurs. Y avait-il une autre question? Oui, c'est Denis, je crois, qui avait une question aussi. Ah. Oui, oui. On va poser des questions à tour de rôle, peut-être. Tu as parlé d'un protocole zéro traumatisme. Oui. Zéro Oui. traumatisme pour la personne et Oui. zéro traumatisme pour les soignants. Oui. Donc, alors, tu as évoqué ça comme une intention, et j'imagine qu'il y a des recommandations derrière, il y a peut-être même des outils d'évaluation pour savoir si on s'est trouvé dans cette situation de traumatisme qu'il aurait fallu éviter. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, ben oui, ben oui. Ben, je pourrais vous envoyer des documents que j'ai là-dessus, un peu. Là. On a fait une recherche ici, là, avec un centre hospitalier. D'abord, il faut comprendre que les gens agités en psychiatrie, c'est souvent pas leur faute. Là, je dis ça parce que je dis ça parce qu'il y a certains groupes d'intervenants qui pensent qu'on fait exprès, qu'on veut on veut les faire suer. Puis, donc, il faut être dans un mode de dire, ben, la personne qui est devant moi est malade. Donc, je dois la traiter comme telle, dans le sens que je n'ai pas à y sauter dessus, puis, etc. Et quand on est en crise, il y a toujours une partie saine hein, qui fonctionne. Donc, il faut interpeller cette partie saine-là, lui demander qu'est-ce qu'elle vit. Puis quand il y a une personne qui a pris contact avec l'autre, bien, les autres doivent tous se retirer d'à peu près 1 mètre. Il ne faut pas rester entouré pour pas qu'ils se sentent menacés. Ça, c'est une chose. On a préalablement demandé à la personne comment elle veut être traitée si des crises arrivent, comment elle veut être appelée, qu'est-ce qui lui fait du bien, etc. Et si on sait, par exemple, que
la personne, elle aime la musique rock, ou dire quelque chose, on l'amène dans une pièce où il y a de la musique rock. Il y a des pièces, j'ai vu ça dans d'autres hôpitaux, là, il y a des pièces où la personne peut écrire sur les murs parce qu'il y a un plexiglas. Il y a des salles où elle est complètement isolée, où la personne peut crier tant qu'elle veut. Ça lui fait du bien. Il y a d'autres salles où il y a un punching bag, je ne sais pas comment le dire en français. Elle est tout tapé dessus. C'est bon. Donc, c'est des nouvelles approches qui fait qu'on amène vers le traumatisme zéro, c'est-à-dire que dès que la personne, on garde contact, on prend le temps de la calmer, ça peut prendre 15 minutes, une demi-heure, c'est pas grave. Et aussi, dès que la personne accepte de collaborer, ben, on l'amène vers une solution. Alors que présentement, chez nous, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, si la personne est calmée, elle doit quand même subir les conséquences d'avoir été agressive. Et ça, je trouve ça épouvantable. Et les conséquences, c'est pas rien, c'est qu'on la déshabille devant tout le monde. Hein? On lui met une jaquette ou pas. On lui enlève ses lunettes, on lui enlève ses dents, ses dentiers, on la prive de tout. C'est une punition. C'est carrément une punition. Donc, il faut sortir de ça. On ne punit pas la maladie. On ne la punit pas. Par contre, on a des moyens de calmer cette crise-là. Oui. Qui va aussi l'aider quand elle va quitter l'hôpital. Parce qu'à la maison, elle n'a pas d'équipe de football là, qui va y sauter dessus. C'est pour ça d'avoir des moyens de faire ça à la maison. C'est ça, oui. Très bien, merci. Mais on est preneur de ces documents. J'envoie ça. D'accord. Moi, j'ai une autre question. C'est là, depuis quelque temps déjà, tu parles de ton rétablissement, de tes outils de rétablissement, de ce processus-là. Est-ce que tu as constaté que le fait de verbaliser, de parler de ce processus-là, ça a eu un impact sur les soignants que tu croisais, voire même si éventuellement tu as pu recroiser des patients qui t'avaient accompagné par le passé, est-ce que cette action-là de partager ton rétablissement, est-ce que c'est pour toi, ça a changé des choses auprès des soignants que tu as croisés ou Oui. C'est sûr, moi, je suis connu un peu partout dans la francophonie, mais je reçois tous les semaines des témoignages de gens qui disent combien ça les a aidés de m'entendre, comment ça les a aidés à comprendre, que ce soit des personnes atteintes, des proches, des soignants. L'autre jour à l'université, là, j'ai fait ça pour une classe. Là. Et puis à la sortie, il y a une femme médecin qui est venue me voir en disant moi, je travaille à l'urgence, puis votre histoire de code blanc, là, ça m'a marqué. Et je crois que plus jamais je vais faire ça. Plus jamais je réalisais pas à quel point ça pouvait avoir un impact négatif chez le patient, je ne réalisais pas. Fait que moi, ça fait ma paye beaucoup. Mais oui, puis j'encourage les autres aussi à parler de leur histoire, que ce soit par vidéo, par écrit, en bande dessinée. Parlez-en, c'est vraiment important, oui. Mais pour prolonger la question de Marion, oui. Donc tu viens de développer, on va dire, le fait de ton propre rétablissement et du fait que tu te repères avec cette notion du rétablissement. Est-ce que, en poussant un petit peu, on pourrait dire que parler du rétablissement, on va dire, évoquer le rétablissement, décrire le rétablissement, ça soigne directement? Ah, absolument. Moi, absolument. J'ai travaillé à l'hôpital psychiatrique 5 ans, puis ils nous demandaient comment est-ce qu'on fait pour le personnel, etc. Mais une fois par mois, c'est pas beaucoup. Une fois par mois,
on assoyait le chiffre de jour et le chiffre de soir là, ensemble. Et on parlait rétablissement. On prenait un sujet ou une littérature et on en parlait 1 heure et demie. Et juste ça, là, Denis, là, ça a changé complètement. Les gens ont changé littéralement à force d'entendre. Puis, parce qu'il ne faut pas oublier que certains soignants ne voient que des gens en crise, ne voient que des gens désorganisés. Donc, ils ont la misère à penser que cette personne-là puisse avoir une vie normale, en guillemets. Là. Donc, oui. Pour moi, le seul fait d'en parler, c'est déjà en soi. C'est thérapeutique pour la personne qui en parle aussi, mais ça aide les autres à embarquer et mettre des affiches. Moi, j'avais fait mettre des affiches chez murs. J'avais marqué entre autres attention, zone de rétablissement. Parce qu'il y avait plein d'affiches dans l'hôpital. Attention, on est en rénovation, attention assis. J'ai marqué attention, zone de rétablissement. Ça rappelait à tout le monde qu'ici, là, on fait du rétablissement. Là. On ne fait pas juste soigner ou on ne fait pas juste occuper le temps comme ça. On est en zone de rétablissement. Oui. C'est-à-dire que la notion elle-même structure quelque chose et qu'elle donne une visibilité, une perspective, elle décrit un chemin, elle permet de se repérer, de savoir à quelle étape on est et qu'il y en aura une étape derrière qui va être… Oui, exactement. Oui, c'est un processus. Hein, le rétablissement, c'est pas une fin, c'est pas un but non plus. Oui, un but, mais c'est plus un processus. Puis à chaque fois qu'on fait un processus, même si on n'atteint pas notre but, parce que ça arrive, des fois on ne l'atteint pas, les gains qu'on a fait dans le processus, eux, ils restent. Eux, ils ne sont jamais perdus. Donc, c'est ça, tu sais, j'avais un jeune, il voulait aller retrouver son amoureuse à l'autre bout du pays. Mais là, on lui a dit, ben, ça te prend un passeport, tu sais, ça te prend ta carte du gouvernement, l'assurance sociale, blablabla. Alors, il a fait ces démarches-là. Puis, il est allé la retrouver, bon. Mais il a fait des gains là-dedans, parce que maintenant, il a son passeport, il a sa carte d'assurance maladie, il a sa carte d'assurance sociale. Avant, il ne voulait pas, il ne voulait rien savoir de ça. C'est ça dans le sens. Maintenant, il est content. Il y a pas mal de questions sur la question de est-ce que tu as été bien accueilli dans les équipes psychiatriques en tant que père aidant, et aussi d'autres questions sur la père aidance avec comment on prépare au Québec les équipes à recevoir des travailleurs pairs au sein de leur équipe. Et est-ce que c'est pas parce qu'il y a du manque de soignants qu'on accueille des pères aidants aussi? Donc, c'est différents types de questions qui viennent de différentes personnes sur est-ce que finalement la présence des pères aidants n'est pas du fait du manque des personnels soignants dans les établissements. Comment tu as été accueilli? Moi, j'ai été le premier père aidant connu au Canada, là, officiellement, donc payé dans un hôpital. Alors, c'était varié, de très, très, très mal à super bien. Donc, il y en avait un médecin, entre autres, qui ne disait même pas bonjour. Et au bout de 4 mois, il est venu me parler. En disant, je t'ai observé, là, OK, tu peux intégrer les réunions cliniques. Là. Bon, j'avais eu une promotion. Là. Et puis, après même 2 mois, donc 6 mois après, il refusait de faire ses réunions cliniques si je n'étais pas là. Parce qu'il a vu le bénéfice des pères aidants. Puis ailleurs, ben, les pères aidants, ils ont démontré leur efficacité. C'est pas qu'on est meilleur que les autres, mais on est la clé qui ouvre le cœur de la personne. Puis là, à ce moment-là, les autres intervenants peuvent mieux travailler. Ça c'est clair. Nous,
le gouvernement, le ministère de la Santé subventionne un organisme là, qui s'appelle l'Association québécoise de réadaptation psychosociale, la QRP, SN. Là, et ça s'appelle Père aidant réseau. Donc, Père aidant réseau, lui, voit à former les pères aidants, mais également à former les équipes de soins qui souhaitent accueillir un père aidant et qui veulent avoir une formation. Donc, c'est comme ça qu'on les prépare. Puis moi, ce que je dis, ce qui est important, ce que j'ai réalisé, il faut rencontrer les intervenants et leur permettre d'exprimer leur peur sans représailles. C'est important. Je dis ça, là, mais de dire, moi, c'est des voleux de job, comment ça qu'ils vont faire ça? Il faut qu'ils l'expriment, puis nous, il faut les rassurer dans ça. Donc, je vous dirais qu'en majorité, ça va très bien. En majorité, il y en a qui attendent, qui espèrent. C'est-à-dire que les gens qui croient au établissement savent que l'ajout d'un père aidant, c'est un plus. Comme il y a eu dans le passé l'arrivée des infirmières, des psychologues, etc. Là, ben là, nous là. À savoir, nous, en tout cas au Québec, on ne met pas un père aidant si on le met en situation d'échec. C'est-à-dire que si on n'a pas une équipe complète d'infirmières, psychologues, travailleurs sociaux, etc., on ne met pas de père aidant parce qu'on le met en situation d'échec. Parce que le père aidant, il n'est pas là. Il ne peut pas remplacer l'assistance sociale, il ne peut pas remplacer l'éducateur spécialisé. C'est très important, ça. Donc, on essaie de les mettre dans des équipes complètes. Justement, pour éviter. Et nous, au Québec, ça fait 2-3 mois où les pères aidants sont maintenant syndiqués. Donc, sont au même titre que tous les autres. Donc, ils font partie du même syndicat. ça a un peu changé aussi la face. C'est devenu des confrères, des collègues, etc., des consoeurs. Donc, ça a changé. Oui. Voilà, c'est un peu notre situation. Tu as évoqué le fait que dans ton parcours, tu as une fois demandé à changer d'équipe et que dans la deuxième équipe, tu as rencontré quelqu'un qui a cru en toi et qui a pu construire avec toi un lien de confiance. Oui, exactement. Et alors, ça laisse entendre que ce lien de confiance, cette rencontre, il faut qu'elle se produise. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'on peut l'organiser? Et si on doit l'organiser, quelle est la fiche de poste ou le cahier des charges de la personne professionnelle de la santé mentale qui peut faire support et être impliquée dans ce lien de confiance? Mais pour créer des liens de confiance, il faut éviter que, dès les premières rencontres, à tomber dans des affaires plus techniques. Par exemple, je n'ai pas parlé, mais moi, j'ai été violé jeune. J'avais 10 ans. Une fois, c'était la première fois que je voyais cette travailleuse sociale-là. Et après 5 minutes, elle dit, bon, parle-moi de ton viol. Non. Non. Je ne vous connais pas, moi. Donc, il faut que les gestionnaires permettent à l'intervenant une souplesse pour c'est de parler de tout et de rien, de trouver des points communs, de faire en sorte que la personne ne se sente pas menacée, qu'elle se sente évaluée, etc. Moi, quand je travaillais dans le suivi dans la communauté, les gens nous demandaient d'aller avec eux pour faire leurs courses. On le faisait parce que ça nous permet de créer des liens de confiance. Vous savez, une intervention dans un bureau, ça peut se faire aussi en marchant.
On peut aussi aider les gens justement en faisant une activité de loisir. Il faut sortir du cadre habituel. Penser en dehors de la boîte, comme on dit souvent. Là, donc, permettre aux intervenants, par exemple, d'aller dehors pendant 1 heure avec un client. Là, ben c'est des façons comme ça qu'on va créer le lien de confiance. Oui. Luc, il y a quelques questions sur le Open Dialogue, dialogue ouvert, qui est une expérience en Finlande. Et les gens demandent si tu as connaissance, si tu as déjà entendu parler de ces démarches-là, de ces approches-là. Oui, j'ai déjà. Mais il faudrait que tu me rappelles un peu le concept, là, mais Alors moi, je ne connaissais pas bien. J'ai vu Oui. c'est des approches, si j'ai bien compris, peut-être Denis, tu connais plus que nous. C'est une forme d'accompagnement étroit au moment d'une crise pour des personnes qui décompensent et où l'option qui est prise, ce n'est pas l'hospitalisation, c'est au contraire la présence en continu auprès de la personne qui est dans une posture d'écoute et on va dire voilà, de compagnonnage. Ah, OK, merci. Jusqu'à ce que Ben, oui. se termine, jusqu'à ce qu'elle s'apaise, jusqu'à ce qu'il y ait une reprise en main par la personne de son comportement. Oui, oui, moi, comment dire, ici au Québec, à Québec même, là, on a mis projet pilote, là, c'est 3 équipes. Ça s'appelle le suivi des troubles intensifs. Quoi ça s'appelle? Peu importe, le nom, ça va m'en revenir. C'est un acronyme là, qui est le TIBD, où c'est une équipe soignante composée de psychiatres, infirmières, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, par aidants, où c'est l'urgence qui s'en va chez toi. Au lieu que c'est l'urgence qui s'en va chez toi. Et ça permet de faire ce que tu viens d'expliquer, d'accompagner la personne, etc. Ça permet aussi d'aider immédiatement les proches qui sont dans la maison. Donc, d'aider les personnes. Et puis, ce soutien-là, il dure 3 mois. Donc, l'intensité va diminuer là, pendant ces 3 mois-là, mais c'est des équipes dédiées, ils ne font que ça. Et ça fonctionne très bien. Ça évite l'hospitalisation. Parce que chez nous, les urgences sont débordées. Là, on parle de 5-6 heures d'attente. Quelqu'un qui est en crise, attendre 6 heures, ça n'a pas de bon sens. Donc, voilà, c'est disponible là, pour toute la population. Ça ne prend pas une référence médicale. Là. Les gens peuvent appeler cette équipe-là, puis ils vont dire OK, on arrive. Là. Puis en même temps, ben, comme il y a un psychiatre dans l'équipe, ben, on peut, pour ceux qui le veulent, commencer un traitement médicamenteux. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est l'avenir. Hein. Je pense qu'il faut aller. Les murs de l'hôpital, pour moi, c'est quand la loi nous oblige. Des gens ou des gens qui sont vraiment très dangereux. Mais pour 99% des autres, c'est dans la communauté. Ça, j'y crois beaucoup. Oui. J'ai une question un peu plus personnelle. Tu me diras si j'empiète trop sur si je suis trop intrusif. Mais à plusieurs reprises, tu as parlé de la révolte, de la Oui. question de l'acceptation de la maladie. Alors, tu as dit entrer dans un chemin de rétablissement, pas de problème, se soigner, pas de problème, etc. Mais accepter, en clair, ça voulait dire qu'on ne me demande pas d'accepter. Est-ce que tu penses qu'au fond, cette, alors, je ne sais pas s'il faut dire difficulté à accepter, parce que effectivement, rien ne devrait obliger à accepter. Je pense que tu as tout à fait raison. Mais est-ce que
ce point-là de l'acceptation vient, comment dire, un peu empoisonner ta ton esprit, ta réflexion, ce que tu ressens. Est-ce qu'il y a des effets négatifs à cette question de la non-acceptation? Moi, Est-ce qu'il en reste des effets négatifs? ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vous dirais, ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'accepte ça sans problème. Là. Mais tu sais, quand tu as 20 ans, 25 ans, là, on te dit, bon, tu as une maladie mentale, c'est dur à accepter. C'est dur à accepter. Et puis, d'expérience, comme père aidant qui aide des jeunes, là, si on leur parle de maladie mentale, ils vont s'en aller en courant, ils vont se pousser en courant. Quand je leur parle de souffrance, de mal-être, là, ils acceptent de me rencontrer. Ils acceptent de... C'est tellement stigmatisé, la maladie mentale, qu'il faut leur laisser le temps d'absorber ça. Il faut leur laisser le temps de bien comprendre qu'ils ont une maladie, puis ça peut prendre du temps. Donc, mais par contre, nous, faut pas dire on va attendre qu'ils acceptent avant de le soigner. Donc, il faut commencer en comprenant qu'ils n'acceptent pas. Mais qu'ils acceptent notre aide. C'est différent. Là. Il ne peut pas accepter la maladie, mais il accepte notre aide. Ou il n'accepte pas du tout. Ça arrive souvent parce qu'il est sous ordonnance de la cour. Là, ça, en expliquant que tu n'as pas le choix, puis moi non plus. On n'a pas le choix de passer les 30 minutes ensemble. Essayons que ce soit agréable. Et là, ben, c'est ça, on y voit que la ligne confiance. Souvent, bon, on parle de sport, on parle jusqu'à temps qu'il commence à s'ouvrir. Là, alors, voilà, pour moi, c'est... Je dis ça parce que j'ai tellement entendu ça des intervenants. Ils ont voulu me rentrer de force dans la gorge, que j'avais une maladie mentale. Faut vous acceptiez, il faut que... Et plus ils forçaient, plus je luttais. C'est pour ça que je dis aux gens, là, mettez pas votre énergie là-dessus, là, c'est pas nécessaire. Ça va venir, c'est pas... Oui, voilà. Quelques conseils. Oui. Il y a 2 conseils. Il y a l'équipe support de réhabilitation en disant, bah voilà, nous, dans les Pays de la Loire, on développe, on se lance là dans les soins réhabilitation, les soins qui souhaitent soutenir leur établissement. Quel conseil tu aurais à donner aux professionnels pour soutenir le rétablissement des personnes qu'elles accompagnent? Et puis un autre conseil qui est demandé par Ciel, qui est notre collègue père aidante, qui dit qu'elle aimerait bien devenir ministre des Solidarités et de la Santé en France. Et quel conseil tu lui donnerais? Oui. Ben d'abord, pour la première question, si les gens se lancent en rétablissement, il faut que vous y croyez. Il faut que vous soyez convaincus. Il faut aussi que vous sachiez dans quoi vous embarquez. Le rétablissement, ça demande de la souplesse. Hein, donc, si vous n'y croyez pas, faites-le pas. Marquez pas, il y a des places où il y a des affiches. Ah, ici, nous pratiquons le rétablissement, mais dans les faits, ils ne font pas. Donc, et parlez-en souvent. Parlez-en. Moi, je lis tous les semaines sur le rétablissement, tous les semaines. Je lis des témoignages où j'en écoute, où je fais une lecture. C'est difficile de s'écarter du chemin dans le sens où, tu sais, quand on voit des gens extrêmement souffrants, des fois on se dit, bon, ben, ça serait si simple si je ferais ci, ça. Donc, non, il faut pas aller dans ce sens-là. Donc, c'est ça. Moi, je dirais,
formez-vous de façon régulière. Là. La formation continue, c'est très, très, très important. Très, très, très important d'en faire, si on veut aller dans ce sens-là. Et puis pour le parrainant qui va être ministre, moi j'ai rencontré le ministre délégué aux services sociaux du Québec et aussi ministre responsable de la santé mentale. Je l'ai vu la semaine passée. Ils sont pris, eux autres, dans une machine qui est difficile à faire changer de direction. Moi, je verrais plus dans un poste de conseiller spécial, parce que tu as beaucoup, beaucoup plus d'influence. J'ai trouvé ça donc, même ministre. Parce que le ministre, lui, quand il arrive au Conseil des ministres, ben, il y a tous les ministres d'économie qui prennent toute la place, le président du Conseil du Trésor, etc. Donc, il y a beaucoup de difficultés à faire passer ces points, c'est ça que je voulais dire. Et comme on vit en démocratie, avant de faire accepter quelque chose, c'est des commissions parlementaires, c'est des consultations, c'est très long, c'est très long, très long. Moi, je trouve ça d'une lenteur incroyable. Et voilà, moi, mais si il faut d'abord aussi qu'elle se fasse élire députée, donc il faut qu'elle s'intéresse à la politique, se faire des contacts en politique. Moi, j'ai des amis politiciens, députés, qui sont d'une utilité, qui nous aident de façon incroyable. Donc, aller chercher des liens avec des députés, ça c'est important. Ouais. On voit que tu as réfléchi à la question. Oui. Oui. Tu vas y arriver. On va y arriver. Il faut. Mais justement, tu as aussi évoqué, à un moment, tu as dit il faut exiger l'excellence. Oui, ah ben oui. Mais quand on dit ça, c'est pour dire que l'excellence n'est pas là. C'est ça. Hein. Et comment faire pour aller plus vite dans le changement et comment comprendre la résistance au changement. Et je vois dans le chat des interventions comme stop au pouvoir des soignants, etc. etc. Et par contre, toi, tu as plaidé un peu pour le travail d'équipe, oui, le travail en commun, la prise en charge concertée, oui. La complémentarité des métiers dans la santé mentale. Aujourd'hui, est-ce qu'on est du côté de la lutte ou est-ce qu'on est du côté du plaidoyer et de la conviction? Bonne question. Désolé. Non. Moi, je pense que c'est un mélange des deux. Moi, je pense que c'est un mélange des deux. D'abord, au niveau de la lutte, maintenant, il n'y a pas que des patients là, qui font ça. Maintenant, il y a des psychiatres, des psychologues, des proches, des patients, bien sûr. Donc, ce groupe-là, il s'est beaucoup élargi. Et on se réunit entre nous, hein, via soit la QRP ou d'autres, et on fait des concertations. On ne peut pas changer tout le système. Mettons, on prend une chose qui nous tient à cœur, et là, on va de l'avant avec ça. C'est une façon de faire. Mon prochaine action, c'est d'aller voir le doyen de la faculté de médecine, entre autres, et dire il faut changer le cursus parce que les étudiants sortent de l'université, ils n'ont jamais entendu parler de rétablissement. Chez nous. Là. Chez nous non plus. Et vous non plus. Donc, pour moi, ça n'a pas de bon sens. Donc, je me dis, on va
ça, c'est une action importante qu'il faut faire. Donc, qui soit noté, évalué là-dessus pendant leur cursus universitaire. Donc, voilà. Il faut continuer à faire de la plaidoirie, ça c'est simple. Mais, parce que moi, je fais des recherches à l'université et je sais que dans les pays comme le vôtre et le nôtre, on a l'excellence. On a le savoir. On a tellement étudié, réétudié, puis qu'on est capable d'offrir l'excellence. Ça, je le sais qu'on est capable. Mais en psychiatrie, il y a une résistance, ma foi, incompréhensible. Mes collègues médecins me disent, en cardiologie, par exemple, quand ils ont des recherches qui disent ben, tel traitement, ça réduit les troubles cardiaques de 20 %, ben, tout le monde s'en va là-dessus. Mais en psychiatrie, tu as beau dire tel traitement, c'est 30 % de moins d'hospitalisation, tout le monde s'en fout. Ou à peu près. Là. Ça, et je dirais, maintenant, les réunions de médecins, de psychiatres, ils font toujours appel à un patient pour ouvrir la conférence ou des trucs comme ça. Ça remet les perspectives en place. Parce que, en fond, les médecins sont là pour que le patient se rétablisse. Hein. Il n'y a personne qui s'envoie en médecine pour les laisser souffrir. Donc, mais il y a quand même de la résistance. Voilà. Le secret, c'est créer des alliances. Voilà, c'est ça. Entre tous les professionnels, les patients, la famille. Formons un bloc. Et ça, c'est politiquement beaucoup plus solide que si chacun de notre côté, on revendique. Oui, je te rejoins, enfin, ça me parle vraiment et ça rejoint ce que tu disais de la question de prendre des risques, en fait. Oui, oui. Et prendre des risques pour les personnes concernées, puisque le fait de l'immobilisme qui empêche le processus de rétablissement, finalement, pour les soignants, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est forcément sortir d'une zone de confort et d'une zone de oui. non, et prendre des risques, le fait de donner des pouvoirs aux gens et de les laisser choisir, quitte à ce que ça soit risqué pour tout le monde. C'est probablement la question, enfin, en tout cas, c'est vraiment une remarque qui suite à ces éléments-là. Comment on fait pour être suffisamment sécurisé, pour être suffisamment en confiance les uns avec les autres, entre soignants, soignés, aidants, pour pouvoir accueillir et accepter de prendre ces risques-là pour pouvoir avancer vers l'établissement. Enfin, cette question du risque, je trouve qu'elle est toujours centrale quand on oui, oui. Ils ont souvent peur en fait de changer les choses. Oui, absolument, absolument. Quel conseil tu aurais pour accepter ces risques-là? Qu'est-ce que tu trouves qui marche bien, qui pourrait marcher bien? Ben, le mois passé, il y a une étudiante en médecine, en psychiatrie, là, résident 4, là, je ne sais pas si où, c'est pas là. Ah, dis-le, Luc, je vais dire sur la place publique que j'ai une maladie mentale. Moi, je ne fais pas ça. Attends d'être reçu, médecin. Parce que tu risques d'avoir des conséquences. Tu n'as pas encore ton diplôme, donc ne fais pas ça. Fait qu'elle m'a écouté heureusement. Chez nous, il y a beaucoup de psychiatres qui commencent à dire ben moi, j'ai un trouble anxieux. Ah ben moi, il y en a qui disent je suis bipolaire. Ah ben moi. Fait que déjà, ça aide à démystifier. Puis quand tu prends des risques, quels qu'elles soient, il faut que ce soit concerté. Il ne faut pas que tu fasses ça tout seul. Il ne faut pas que tu dises, ben moi, je prends un risque, que ce soit de retourner travailler ou d'aller à sa place publique pour... assurez-vous d'être bien entouré, qu'il y a des gens qui vont vous appuyer, qui vont être là. C'est quand vous allez, quand je vois dans les assemblées de l'hôpital, le conseil d'administration de l'hôpital, qui permet au public de parler, ben, allez pas là tout seul, vous allez vous faire manger tout le long. Soyez accompagnés de gens là, qui vont être là. Puis voilà, prenez le temps
d'étudier les conséquences, etc., etc. Oui, pour moi, c'est ça. Moi, je n'ai plus de questions. Peut-être, Marion, tu en as encore. Sinon… Au terme là, de ce moment, moi, je trouve que c'est une bonne manière de finir. Je te laisse la parole. Ben, je voulais, au nom de tout le monde, remercier infiniment Luc du temps qu'il nous a consacré, de sa disponibilité d'esprit et des réponses sans faux fuyant qui nous a… Oui. Alors, donc, le remercier pour ses connaissances, bien sûr, pour aussi sa pédagogie, parce que… Et puis, je rajouterais un petit quelque chose qui est ses dons de conteur. Je trouve Merci. tu nous amènes les choses comme ça, avec et à la fois c'est vécu, et puis il y a l'enseignement à en tirer. En tout cas, je retiendrai que tu aimes les Beach Boys. Oui, oui, absolument. Ah oui, que j'ai vu un spectacle dernièrement aussi, c'est bon. Ce n'est pas une tare d'aimer la musique des années 60. Ben non, ben non. On te remercie infiniment, Luc. Et puis, on remercie aussi tous ceux qui ont suivi cette… j'allais dire cette émission, non, ce webinaire. Il y a eu des centaines comment dire, de messages sur le chat qu'on a essayé avec Marion de regrouper et de résumer pour te poser les questions les plus fréquentes et les plus importantes. Eh bien, on te dit à bientôt et au plus tôt possible.